Alexis Morel, directeur du Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Atlantique. Mais je vais tout vous dire. Enfin, voilà. Bon, on va parler de surveillance des pêches. Bref, on va être sur les océans, on va être sur la mer. Denis Chaussery-Laprie, je vous en prie. On vous a entendu ce matin, où vous voulez, mettez-vous là. Procureur général à la Cour d'appel d'Orléans. Jean-François Vigier, où est notre maire de Bure-sur-Yvette. Allons-y, coprésident de la commission transition écologique de l'Association des maires de France, avec ce thème, donc, que fait la police de l'environnement pour les territoires. Et là, ça va être tout à fait intéressant de voir aussi quels sont les rôles un petit peu de chacun entre le tribunal administratif, donc on va dire un peu en relation quand même très directe avec le préfet, notre procureur général donc ici présent. On va parler de la mer avec Alexis Morel, et puis aussi très concrètement non pas sur l'ensemble des territoires, mais en tout cas sur un territoire qui va représenter une partie de l'Île-de-France, une partie... On est chez vous à Bure, on va dire qu'on est quand même très urbain, voilà, mais avec une partie... campagne, on est dans la vallée de Chevreuse, voilà. Donc, on devrait dire la vallée de l'Yvette, parce qu'en fait, la vallée de Chevreuse, c'est la vallée des chèvres. Mais la Chevreuse n'a jamais été une rivière, donc on est effectivement dans la vallée de l'Yvette. On va partir plutôt du côté d'Orléans, de l'Indre, de l'Indre-et-Loire. Pardon, de l'Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher et du Loiret. C'est pour ça qu'ils se connaissaient avec Marc Fesneau ce matin. Denis Chaussery-Laprie, vous êtes procureur général d'Orléans. Que fait la police de l'environnement pour les territoires ? Déjà, ce qui m'intéresse, petite phrase au départ, c'est quelle est votre motivation ? Parce qu'en fait, des procureurs qui s'intéressent, qui ont le temps, ou bien en tout cas qui ont fait le choix de s'intéresser effectivement à ces sujets environnementaux, comme on dit, ce n'est pas forcément la majorité de l'espèce. Bon, c'est en train de le devenir de plus en plus, etc., mais c'était quand même pas ça. On va pouvoir aussi en disserter tout à l'heure aussi avec notre sociologue. Quelle a été votre motivation, vous, de départ ? Merci, Monsieur Chessou. Quand j'ai pris mes fonctions de procureur général à Orléans en septembre 2021, je venais alors de l'île de la Réunion, où j'avais tenté de mener aussi des actions en rapport avec le territoire sur lequel j'intervenais. Et le procureur général a ceci de particulier dans ses responsabilités, c'est qu'il est chargé de décliner évidemment les axes de politique pénale définis au plan national, mais aussi de les décliner en fonction des priorités locales qu'il pourrait identifier. Et en réfléchissant avant de prendre mes fonctions à ce qui me paraîtrait adapté à ce territoire, ce beau territoire de la Cour d'appel d'Orléans, dont vous avez rappelé l'étendue, c'est-à-dire l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher et le Loiret, j'ai évidemment pensé assez rapidement à cette notion de protection de l'environnement. D'abord parce que cela a été absolument confirmé par les statistiques qui nous ont été présentées ce matin et le sondage qui nous a été présenté ce matin, parce que c'est une préoccupation centrale de nos concitoyens. Et les procureurs généraux, les procureurs, les magistrats, d'une manière générale du ministère public, sont forcément très en phase avec les attentes des concitoyens. Et cette problématique environnementale, elle émerge depuis de nombreuses années, mais je dirais ces dernières années, c'est encore plus fort. Et évidemment, le ressort de la Cour d'appel d'Orléans, c'est quoi ? C'est la Loire, le dernier fleuve sauvage français. C'est la forêt de Sologne, c'est la forêt d'Orléans, la plus grande forêt de France. Ce sont donc des valeurs patrimoniales, puisqu'on évoquait ce matin le patrimoine aussi, qui sont essentielles. Et je me suis dit que si il y avait une action que je pouvais tenter de mener, en plus de celle qu'on fait traditionnellement, la lutte contre les stupéfiants, la lutte contre les différentes... les vols, les agressions, etc. Voilà. Enfin, oui. Tout ça, tout le monde peut y penser. Mais je me suis dit, peut-être pourrait-on tenter d'insuffler une dynamique autour de cette question de la protection de l'environnement, parce qu'il y a de vrais enjeux. Et on les a tous évoqués ce matin, que ce soit l'eau, que ce soit la forêt, que ce soit la biodiversité. Tout ça, c'est aussi de la responsabilité. Et si vous le permettez que je poursuive d'un mot, je voudrais, alors ça va peut-être apparaître démagogique, mais c'est le fond de ma pensée. Je voudrais dire aux agents de l'OFB que sans eux, nous ne sommes rien. Que en ma qualité de magistrat du ministère public, de responsable de la police judiciaire telle qu'elle se décline sur le ressort de la Cour d'appel, j'ai été très meurtri pour eux, mais aussi pour ce qui est l'institution judiciaire, par les mises en cause dont ils ont fait l'objet et dont j'ai considéré qu'elle était terriblement injuste, parce qu'ils n'agissent jamais, je dirais, comme
aucun officier de police judiciaire n'agit jamais, ou comme aucun personnel des services de l'État n'agit jamais sans le moindre contrôle. Et ils agissent le plus souvent dans une forme de coordination entre l'autorité administrative dont ils peuvent dépendre et l'autorité judiciaire dont ils souhaitent aussi pouvoir dépendre. Et j'ai trouvé encore une fois, et je le dis avec la plus grande sincérité, si nous avons réussi sur le territoire de la Cour d'appel d'Orléans à construire des opérations qui, je l'espère, sont un peu efficaces, en tout cas éveillent la conscience, c'est parce qu'ils sont là, parce qu'ils sont dynamiques, parce qu'ils sont aussi passionnés par le métier qu'ils font et qu'ils ont une connaissance de l'environnement dans lequel ils évoluent que nous ne pouvons pas avoir. Ils sont nos yeux, ils sont nos oreilles. Et c'est vraiment, au seuil de mon parcours professionnel, c'est vraiment un message que je souhaite leur apporter, de leur dire, mais poursuivez, quelles que soient les critiques, quelles que soient les difficultés, parce que l'intérêt dont on parle ici est un intérêt bien supérieur. Donc tout seul, évidemment, ce n'est pas possible. Hein, ce n'est pas simplement une police judiciaire qui est en l'air. Elle a besoin de vous véritablement sur le terrain. Alors très souvent, on a beaucoup de dossiers qui vont commencer par la voie administrative. Bon. Et puis après, en matière d'environnement, c'est beaucoup ça quoi, au départ. Donc on va informer l'intéressé, on peut le menacer, on peut retirer éventuellement une autorisation, etc. Et tout. Vous arrivez à quel moment? Voilà, comment ça se passe entre vos juridictions déjà, et aussi donc avec le préfet ou la préfète, parce que donc le tribunal administratif c'est quand même directement relié avec un préfet. Alors, il ne serait pas tout à fait content de dire ça, parce que le tribunal administratif est aussi une juridiction qui est indépendante par rapport à l'autre. Non, je ne dis pas qu'elle est inféodée. Voilà. Non, mais elle est effectivement en lien, elle est quand même en lien fonctionnel avec l'administration, bien sûr. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec une préfète de région avec qui l'entente a été très, très forte, très importante, et qui a, je dirais, tout de suite adhéré au projet qui pouvait être le mien. Et il se trouve qu'aujourd'hui, les outils qui sont à notre disposition nous permettent effectivement d'articuler de manière opérationnelle l'intervention de la police administrative et l'intervention éventuelle de la police judiciaire, en tout cas la démarche judiciaire. C'est ce qu'on appelle les COLDEN, qui sont des comités opérationnels de lutte contre la délinquance environnementale, qui réunissent les services déconcentrés de l'État, l'autorité judiciaire, les services spécialisés comme l'OFB, pour identifier les situations qui peuvent effectivement poser difficulté, qui peuvent justifier qu'au-delà du traitement administratif d'une situation, qui peut amener à des mises en demeure de remise en état, qui peut amener à des concertations entre l'autorité administrative et la personne qui peut se voir reprocher un certain nombre de choses. Donc ces situations, une fois identifiées, le ministère public, le procureur de la République en l'occurrence, est tout à fait habitué à discerner la situation qui va justifier une prise en charge un peu forte, de celle qui va justifier l'établissement d'un procès verbal, qui va être ensuite traité de manière plus soft. Je rappelle tout de même que le traitement judiciaire, contrairement à la caricature qu'on peut vouloir en faire... Parce que ça, il y en a dessus. Voilà, on n'est pas des brutes épaisses. Les magistrats n'agissent pas avec la seule ambition de réprimer sévèrement la personne qui se verrait mise en cause. Le magistrat, le ministère public notamment, et en particulier, a pour ambition, dans le cadre de la politique environnementale, de parvenir à une remise en état. Et de parvenir effectivement par la réponse qui est apportée à ce que le travail de prévention puisse se faire et convaincre la personne qui a pu commettre, jamais sans en être tout à fait consciente, qui a pu commettre des faits de nature délictuelle, de ne plus avoir à recommencer. Mais clairement, l'institution judiciaire, l'autorité judiciaire, vous connaissez ses fragilités, vous connaissez ses faiblesses, la faiblesse de ses moyens, ne peut pas avoir pour objectif et ambition d'embrasser toutes les situations. Il faut qu'on intervienne de manière, je dirais, intelligente sur les situations qui nous apparaissent les plus symboliques et qui permettent aussi de donner un avertissement à l'ensemble de la population pour dire la loi qui a été votée, parce que ce n'est pas nous qui faisons la loi. La loi qui a été votée, qui a érigé un certain nombre de comportements en infraction, doit être appliquée. Elle ne le sera pas systématiquement, mais elle doit pouvoir l'être de manière ponctuelle, de manière adaptée. Et c'est ce que je disais ce matin, nous avons la seule force qui est la nôtre, c'est la force du symbole. C'est la capacité qui est la nôtre effectivement de dire là,
la situation est telle qu'on va pénaliser un comportement et qu'on va éventuellement rentrer en voie de condamnation répressive et qu'on va aussi faire en sorte, au moyen des instruments dont on dispose, de parvenir à une remise en état, faire en sorte que la situation soit un peu réparée. Alors, nous avons quand même nos pôles régionaux donc, environnementaux, donc c'est un parcours d'appel, me semble-t-il, quand même aujourd'hui. Ça a quand même été une très belle nouveauté, bon, déjà depuis un certain temps, mais quand même, c'était un peu fondamental, ça aussi, donc, ce qui est arrivé là. Je crois que, si vous voulez, c'est aussi la prise de conscience de la part des gouvernements successifs de ce que ce type de contentieux devait faire l'objet d'un traitement spécialisé par des magistrats spécialisés, mais aussi par des collaborateurs de justice spécialisés. Nous avons eu la possibilité, en tout cas ça a été le cas sur Orléans, de recruter un assistant spécialisé qui est notre interface entre l'OFB et les différents, la direction départementale des territoires, la direction départementale de la population, la DREAL, qui est l'interface entre ce qui peut être fait au niveau administratif et ce que l'autorité judiciaire peut et doit faire. Ce que je voudrais dire, c'est que là encore, parce qu'on est là aussi pour se dire les choses telles qu'elles fonctionnent, l'institution judiciaire, du fait du statut qui est le sien, de cette indépendance statutaire qui nous dégage d'un certain nombre de contraintes qui pèsent sur les épaules d'autres responsables administratifs, nous autorise à une forme de liberté de pensée, de liberté d'action, qu'on ne retrouve pas. Et combien de fois, pardon de le dire comme ça, je n'incrimine évidemment personne, mais combien de fois avons-nous eu connaissance que telle situation était très clairement identifiée dans les services déconcentrés de l'État, mais qui pour autant, pour des raisons X ou Y que je ne vais pas détailler ici, vont pas donner lieu à une information de l'autorité judiciaire parce que c'est un peu embêtant, parce que c'est gênant, parce qu'il y a ceci ou cela qui peut poser difficulté. Parce qu'on dérange. Voilà. Et la matière environnementale dérange. Ce que je voudrais dire également, tout à l'heure mon collègue Frédéric Fèvre interviendra pour présenter l'avenir, mais ce que je voudrais dire également, c'est que il serait faux de penser qu'on est sur des comportements délictueux qui seraient de l'ordre de la vétille, du peu d'importance. La criminalité organisée liée aux atteintes à l'environnement est identifiée par les différents services internationaux qui luttent contre ces phénomènes-là comme étant la 4e source de revenus illicites, après le trafic de stupéfiants, après le trafic des armes, après le trafic des êtres humains. Vous êtes tous concitoyens, j'ai parlé de la forêt parce que la forêt de la Sologne, la forêt d'Orléans sont des patrimoines naturels exceptionnels chez nous, mais on a fait un séminaire avec la préfète de région autour de ces enjeux de la forêt. On a parlé cité Madame Broca, parce qu'elle est quand même assez extraordinaire. Voilà, c'est Sophie Broca dont dont je parle, qui est effectivement une préfète de région assez remarquable par sa capacité à travailler avec l'autorité judiciaire. Mais peu de temps après qu'on a évoqué ces questions autour de la forêt, de quoi a-t-on parlé dans les médias? De ces trafics de grumes qui sont des trafics internationaux. Et là encore, pardon de le dire, bien sûr, on doit pouvoir être renseigné, informé par les services d'enquête. L'OFB y contribue. Il faut aussi rendre hommage au travail, même s'ils ne sont pas présents ici, sauf erreur de ma part, au travail assez exceptionnel que fait la gendarmerie nationale dans la lutte contre ces atteintes à l'environnement, parce qu'ils sont très engagés là-dessus. Voilà. Dans cette matière, pour les territoires, on est capable, si je puis dire, d'intervenir sur des sujets de basse intensité, de relative basse intensité, mais aussi sur des sujets qui sont des sujets de haute intensité. Et les pôles régionaux environnementaux, pardon, je réponds enfin à votre question. Les pôles régionaux environnementaux. Vous nous faites de la pédagogie qui est absolument nécessaire. Donc, sont des juridictions qui existent au sein de chacune des cours d'appel. Il y a un pôle régional par ressort de cour d'appel. S'agissant de mon ressort, c'est à Tours que ce pôle se situe. Et il a comme vocation de regrouper les affaires les plus significatives qui émergent au sein du ressort de la Cour d'appel. Alors, on va juste mettre un petit coup de focus sur un lieu. Et donc, ce que vous avez traité, Denis Chaussery-Lapré. Alors, si je suis, petite incise, parce qu'on aime bien quand même la nature ici, si je suis un aigle pêcheur, je suis très content du côté de Jargeau, parce que là, maintenant, je peux me poser, etc. Bon, bref,
qu'il est bien revenu aussi grâce à tout un travail associatif. Je suis un chevreuil, une biche, je suis un sanglier. Bon, de toute façon, ma durée de vie, on est bien d'accord, ça va aller assez vite. Mais si j'ai plein de grillages autour de moi, dans une toute petite demeure allez, de 600 hectares ou de 800 hectares. Là, vous intervenez, comment ça s'est passé, ça? L'histoire de l'engrillagement, on va dire, de la Sologne. Alors là aussi, ce ne sont évidemment pas les magistrats qui ont décidé d'ériger en loi ces interdictions ou ces prohibitions. Un sénateur du Loiret, ancien sénateur de Montargis, a considéré qu'il y avait un vrai souci de cloisonnement des différentes propriétés et qui avait pour conséquence d'atteindre la biodiversité, d'empêcher je dirais la mobilité des gibiers. Alors je ne suis pas chasseur, j'emploie des termes inadaptés, mais non, ça va bien. Des gibiers qui soient grands ou qui soient plus petits. Et effectivement, donc, il a été décidé par cette loi de limiter à 1,40 m la hauteur de l'engrillagement et faire en sorte pouvoir sauter et qu'il y ait 30 cm au-dessous, entre le sol et le début du grillage pour permettre aux petites espèces de passer. Et évidemment, ça a contrarié un certain nombre de personnes, notamment dans la forêt de la Sologne. Ça a contrarié un certain nombre de propriétaires qui considéraient que ces espaces étaient le leur et que la loi de la République ne devait pas s'appliquer pour chez eux. L'OFB, avec lequel on travaille là encore, et la préfète de région, avec qui on a mis en place aussi une action concertée, pédagogique dans un premier temps, et qui sera demain peut-être répressive, et qui le sera si, en face de nous, on a des personnes qui ne veulent pas entendre raison. Il y a eu une opération concertée de contrôle, de vérification de ces engrillagements pour faire en sorte que ceux qui sont en infraction ne poursuivent pas leur attitude. Je voudrais quand même simplement donner une illustration de ce que je voulais dire sur parfois la mauvaise foi d'un certain nombre d'acteurs dans ce domaine-là. Les propriétés qui ont plus de 30 ans ne sont pas concernées. Les grillages de plus de 30 ans ne sont pas concernés. On ne remet pas en cause, je dirais, l'engrillagement, je dirais, très ancien. C'est cool, quoi. Ce dont on parle, ce sont des propriétés qui ont été clôturées il y a moins de 30 ans. Et il se trouve que nous savons qu'un certain nombre de propriétaires terriens passent commande de grillages prétendument vieillis pour pouvoir... je dirais de manière... Ça, c'est une niche industrielle intéressante, ça. Je vais vous faire du grillage vieilli, comme ça. Top, ça. Ben, j'espère qu'on m'a quand même un peu entendu. Mais bon, donc oui, tout ça pour dire que ce type de comportement, on le rencontre dans ce que nous appellerions, nous, le droit commun des infractions qui sont commises. C'est-à-dire des personnes qui ne sont pas de bonne foi, qui identifient une réglementation qui se dit tellement bête, cette réglementation. Je vais tenter de la contourner. Et donc, ils vont développer des stratégies qui sont différentes. Stratégie, là encore, je le disais ce matin, qui a quand même le plus souvent pour ambition de gagner de l'argent et d'être à l'origine d'un profit financier qui ne devrait pas être réalisé. Voilà. Et donc les résultats, là, on en a eu quand même de la pédagogie. Hein. Vous étiez bien sympa. Vous avez réuni aussi, vous faites de la pédagogie auprès des entreprises, pédagogie auprès des forestiers, etc. Enfin, voilà, vous réunissez les gens aussi. Oui, on a fait un séminaire autour de la forêt. D'ailleurs, je discutais avec un des intervenants avec qui j'ai eu très grand plaisir à partager lors de la démonstration qui m'a été faite de la manière dont fonctionnait une entreprise forestière. Je pense que, oui, le propre du magistrat, c'est aussi de devoir acquérir une culture qui n'est pas la sienne, comprendre des métiers qui ne sont pas les siens. Et moi, j'ai découvert un univers qui est un univers que je ne connaissais pas et à l'égard duquel je suis assez admiratif. J'ai rencontré des forestiers qui ne travaillent pas pour leur intérêt immédiat. Ils sont dans la protection d'un patrimoine à l'horizon de 100 ans. Qui d'entre nous peut effectivement se projeter dans son activité personnelle et professionnelle à l'horizon de 100 ans. Et c'est assez admirable que de constater ça. Et c'est bien sûr les exploitants forestiers, mais c'est aussi les entreprises forestières qui travaillent sur les grumes, qui travaillent sur les différentes essences, qui valorisent ce patrimoine. Donc, il faut, et c'est ce dont on parle, il faut que l'ensemble des acteurs professionnels qui interviennent, les pompiers, les exploitants forestiers, les entreprises en lien avec l'exploitation forestière puissent communiquer, les associations professionnelles qui existent, de propriétaires, puissent communiquer, notamment avec les services de l'État pour bien comprendre les enjeux qui sont les leurs. Parce que ce parcours qui a été le mien m'a permis de constater à quel point les choses pouvaient être compliquées. Le débroussaillement auquel
ils sont parfois confrontés. Il y a une exigence de débroussaillement. Va remettre en cause la protection d'espèces protégées, enfin la survie d'espèces protégées, où, à une certaine époque de l'année, vont se trouver dans ces fossés des espèces protégées. Ils ne peuvent pas le faire, pour autant c'est une obligation légale. De la même façon, et je discutais tout à l'heure avec l'un des représentants de l'association, pardonnez-moi j'ai oublié l'acronyme de l'association, qui m'expliquait, on a passé un hiver terrible, où on n'a pas pu travailler. Si nous, on refuse de travailler à la demande de l'exploitant forestier, lui, il va aller chercher un Espagnol, un autre exploitant forestier pour faire le travail que nous n'allons pas faire. Et depuis 2 jours, ils ont reçu l'interdiction de couper du fait du risque, j'imagine, d'incendie lié à l'usage des tronçonneuses. Donc, ce qu'il est, à mon sens, important de faire, et pour nous permettre, nous, autorités judiciaires, de bien identifier les situations où on a en face de nous des gens qui sont des délinquants, il faut poser le terme tel qu'il doit être posé. Il nous faut pouvoir distinguer ceux qui sont dans la recherche d'une explication, qui sont dans la communication et ceux qui ne le sont pas. Donc, ils travaillent avec le vivant, avec le climat, et donc avec ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, entre autres forestiers, aussi agriculteurs. Donc évidemment, lorsque je suis une bête et que je sais que je peux éventuellement sauter ou bien que je peux passer par-dessous, on nous parle de trame verte et bleue, on nous parle de corridor biologique. Bon, on est en plein dedans, quoi. On évite aussi un petit peu la consanguinité, puis on a peut-être envie d'aller voir aussi ailleurs ce qui se passe. Bon, ça s'appelle être une bête dans la nature. Grand merci à vous parce que c'est très intéressant. Non, c'était très bien parce que vous nous avez raconté des tas de choses et aussi la relation avec préfet. Tiens, intéressant, on a une préfète. Alors, on est entre nous, vous écoutez pas. C'était un peu compliqué d'avoir des préfètes et des préfets. Bon. On les a pas oubliés. Mais nous avons Chantal Mauchet, donc préfète de l'Ain, administrative de l'OFB, et nous la regardons en image parce qu'elle est restée chez elle dans l'Ain. Voilà. Bonjour à tous, je suis Chantal Mauchet, je suis la préfète du département de l'Ain et je suis également administratrice au conseil d'administration de l'OFB en tant que représentante du ministère de l'Intérieur. C'est important que le préfet de département soit présent au conseil d'administration parce que le préfet représente l'ensemble des membres du gouvernement et en cela, il porte l'ensemble des politiques publiques nationales. Il doit appliquer les lois, les règlements et il a aussi un pouvoir réglementaire propre puisqu'il prend des arrêtés préfectoraux. Je prends des arrêtés, par exemple, d'autorisation des installations classées pour la protection de l'environnement, les ICPE, où je prends également des arrêtés préfectoraux en période de sécheresse, en période d'étiage, pour la restriction des usages de l'eau. Alors, dans le département de l'Ain, les enjeux environnementaux sont particulièrement importants. Dans un département qui a un fort dynamisme démographique, où il y a des zones Natura 2000, des milliers d'hectares des étangs de la Dombe, des tourbières classées Ramsar, et également des zones de protection d'espèces protégées comme le loup ou le lynx dans notre département. Quand j'étais préfète de l'Ariège, j'avais également la protection de l'ours dans les Pyrénées. Donc l'ensemble de l'action de l'État doit concourir à ces enjeux environnementaux. L'OFB, l'Office français de la biodiversité, y concourt bien évidemment par ses actions de contrôle en matière administrative et en matière judiciaire, puisqu'ils sont officiers de police judiciaire. Mais il y a une action très importante aussi de connaissances scientifiques et d'explication au grand public et aux professionnels des enjeux de l'environnement. Et puis enfin, l'Office français de la biodiversité a un rôle d'alerte et de sentinelle, et je salue l'action des agents de l'OFB, notamment en matière de prévention des épizooties et en matière d'alerte dans la faune sauvage, par exemple pour l'influenza aviaire, et ils agissent avec l'ensemble du réseau sanitaire. Comment je décrirais les enjeux en matière d'environnement dans l'action de l'État territorial? Alors peut-être là, j'apporterai 3 messages. Déjà, l'environnement, c'est
une politique qui est transverse à toute l'action de l'État dans différents volets. Que ce soit la recherche de la sobriété, de la ressource en eau en milieu industriel, où les agents de l'ADREAL, de l'OFB, avec les chambres consulaires, agissent pour aller dans ces plans d'action. Que ce soit la mise en place des dispositions de la loi climat et résilience de 2021 pour décliner dans la planification des collectivités locales, la planification de l'urbanisme, pour réduire l'artificialisation des sols, mais également pour réhabiliter des friches. Et là, nous avons l'intervention du Fonds vert pour aider les collectivités locales et les porteurs de projets. Mais c'est aussi les politiques de transition écologique en matière d'agriculture. Donc il y a plusieurs exemples, et notamment des actions en faveur de la cohabitation des différents usages en montagne, parce que le département de l'Ain est un département de montagne, et donc il faut arriver à faire cohabiter les différentes activités de troupeaux en estive, de randonneurs et également des espèces sensibles que sont notamment dans les zones de quiétude pour le grand tétras ou le loup ou le lynx. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est transverse à toute la politique publique. Le deuxième message, c'est que nous devons agir en police administrative comme en police judiciaire, et il y a une articulation entre les deux et pas une opposition. Nous avons mis en place dans le département, et j'ai pris un arrêté préfectoral de composition de la mission interservice de l'eau et de la nature. C'est une composition, une instance très importante qui réunit l'ensemble des services de l'État sous la double présidence, sous la coprésidence de la procureure de la République et de la préfète du département. Donc nous avons un travail annuel, stratégique, de définition des objectifs en matière de contrôle pour la police de l'environnement. Et la stratégie nationale de contrôle a bien mis en évidence le rôle de ces MISEN en déléguant à ces missions interservices le rôle de définition des objectifs en fonction des caractéristiques des départements. Et puis cette année, nous avons mis en place, depuis le mois de juin dernier, une nouvelle instance qui est le comité opérationnel de lutte contre la délinquance environnementale, qui est là placé sous la présidence de la procureure de la République, mais le préfet est présent à cette instance, mes services sont présents, et moi-même, pour là définir les objectifs de contrôle, de sanctions, d'échelle de sanctions et de cible de ces contrôles. Et là, il est important de bien donner une ligne cohérente entre parquet et préfecture pour que ces deux actions de police administrative et de police judiciaire arrivent en complément et bien articulées. Il faut notamment que la police administrative aille jusqu'au bout de ces mesures, de ce qu'elle peut produire comme sanctions, comme astreintes, afin de permettre à la police judiciaire de se concentrer sur les situations les plus graves et sur les cas de récidive, par exemple. Et puis le troisième message, après le fait qu'il ne faut pas opposer police administrative et police judiciaire, un troisième message, c'est aussi qu'il faut toujours avoir en ligne de mire qu'il faut une cohérence de l'action de l'État. Et en cela, le préfet de département est garant de cette cohérence. Parce qu'il y a de multiples acteurs, de multiples corps de contrôle en matière environnementale. Et il est important, au sein de la mise-en stratégique, au sein de la mission interservice aussi plus opérationnelle au cours de l'année, mais également au sein des comités de direction que je tiens de façon très régulière avec l'ensemble des services de l'État placés sous l'autorité du préfet, eh bien, de pouvoir échanger sur l'actualité des sujets, des situations, sur l'avancement des projets, sur la mise en place de financement, pour qu'il y ait un ensemble d'éléments d'appréciation et pour qu'il y ait un bon tempérament, une bonne modération entre le temps du contrôle et le temps d'élaboration des solutions. Il n'est pas efficace de contrôler une collectivité qui est en train de mettre en place des solutions pour se mettre en conformité sur son assainissement collectif, par exemple, ou une industrie qui est en train également de mettre en place un plan de mise aux normes. Donc, ce qui est vraiment important, c'est qu'on ait tous ensemble une action proportionnée, équilibrée,
et progressive pour permettre à la fois que ça soit mieux compris, notre action, notre contrôle, que ça soit efficace et qu'on puisse faire partager les enjeux de l'environnement à l'ensemble des acteurs. Je vous remercie et je vous souhaite une belle table ronde. Merci à vous, donc, Madame Mochet, donc, préfète de l'Ain. Oui, très beau département. Vous avez la Dombes, vous avez la Bresse. Après, la montagne dont elle parle, ça va être le Bugey. Et après, vous arrivez dans le Pays de Gex. Et après, vous saluez Voltaire en passant, quand même. Et puis, après, vous arrivez en Suisse. Bon, donc, c'est ça. Parler du lynx. Dans l'ordre des choses, gérer le lynx, facile, même pas mal. Hein, on est d'accord. Gérer l'ours, ouais. Bon, allez, il y en a une centaine. Gérer le loup, ouais. Là, effectivement, ça devient beaucoup plus sportif aujourd'hui dans notre pays. Jean-François Vigier, prenez le micro, maire de Bure-sur-Yvette, donc département de l'Essonne, vice-président de la commission transition écologique de l'AMF. Alors, racontez-nous, effectivement, police de l'environnement, que fait la police de l'environnement pour les territoires, pour vous. Donc, bon, l'AMF, c'est quand même une grosse maison. Donc, vous représentez effectivement pas mal de maires, avec là aussi tout un côté hétérogène et merveilleusement disparate. Comment ça touche le quotidien des gens? Bonjour à tous, merci de cette invitation. Ça touche forcément le quotidien des gens puisque ça se voit. Et donc on est alerté immédiatement lorsqu'il y a une infraction au code de l'environnement, enfin, en tout cas lorsqu'elle se situe vraiment sur le territoire communal. Alors d'abord, je veux rappeler que les maires de France sont très fortement impliqués sur la mise en œuvre de la transition écologique sur nos territoires municipaux, que c'est devenu notre quotidien. Mais le sujet dont on parle aujourd'hui, c'est plutôt un sujet qu'il faut faire reculer alors qu'il a un lien direct avec la transition écologique. Et force est de reconnaître que ce sujet est en train de monter et que les infractions, eh bien, elles sont en train d'aller en accélérant sur plusieurs sujets, sur la pollution, sur les dépôts sauvages. Il se trouve que mon territoire, situé, comme vous l'avez dit, aux confins, aux abords de la vallée de Chevreuse, il a des forêts, il a des rivières, c'est une chance, même si elles ont tendance à déborder de plus en plus. Vous êtes sujet aux inondations, malheureusement. De très très graves inondations. Et on est confronté à une forme de délinquance nouvelle et une expansion de ces pratiques. Je peux parler des réparations automobiles, en laissant les fluides s'épandre un peu partout, ou une absence d'entretien des cuves à fioul. Les phénomènes des dépôts sauvages, quand on parle dépôts sauvages, on pense tout de suite au petit tas qui est laissé devant l'église sur le giratoire, mais en fait, ça peut aller jusqu'à l'occupation par des déchets très importants sur 1 hectare de terrain, en bordure d'une route. Sans que le propriétaire privé, par exemple, ne veuille prendre les choses en main pour évacuer ces déchets et dépolluer le site. Donc on a toute une palette d'atteintes à cet environnement, et on est confronté aussi à un problème, c'est qu'il y a, mais monsieur le procureur l'a rappelé, madame la préfète aussi dans son intervention, il y a une multitude d'agents finalement qui sont compétents pour aller constater ces infractions. Et du coup, l'habitant... Comment on coordonne la tâche, quoi. Voilà, c'est ça. C'est que l'habitant, il se tourne vers le maire, puisqu'en général, l'habitant se tourne tout de suite vers le maire. Et nous, après, on essaye de trouver des solutions. Alors, je me souviens d'un dépôt sauvage géant le long de la RN 20 il y a quelques années, qui est resté là pendant des mois et des mois et des mois, sur un terrain appartenant à un propriétaire privé. Et grâce à une collaboration entre le sous-préfet de Palaiseau, il se trouve que je suis président d'un syndicat de déchets, donc on était sur le périmètre du syndicat de déchets, et la région, le département, pour trouver les financements pour enlever les déchets et dépolluer le site, on a pu trouver une solution, mais il a fallu une réunion sous l'auspice du sous-préfet de façon à bonder dans la bonne solution et concrètement pouvoir libérer le site de cette pollution. Ça vous a libéré de 500 000 € en plus. Ça m'a libéré de 500 000 €, voilà, c'était le coût à l'époque.
Donc un coût très important, mais nous ne pouvions pas décemment laisser le terrain tel qu'il était. La police de l'environnement, effectivement, là, sur le terrain, donc ça se passe comment donc, avec eux? Eh bien, ça se passe que nous sommes saisis, par exemple, d'une pollution dans une rivière. Si on prend le système de la pollution, nous prenons contact immédiatement avec les services de l'État. On prévient tout le monde, en fait. On prévient la communauté d'agglomération, le syndicat des eaux, le CIAVI, en l'occurrence, sur mon territoire, les services de l'État, de façon à essayer de n'oublier personne. Voilà. Et là, on envisage collectivement les actions à mener. Sur les dépôts sauvages, on a un petit sujet, c'est que moi je suis régulièrement saisi dans mon syndicat de la demande des maires que le SIOM en l'occurrence prenne en charge, s'occupe des dépôts sauvages. Mais en fait ça relève de la police du maire et ce sont les maires qui doivent s'occuper de ces dépôts. Ils estiment, eux, que ça s'apparente à des déchets et que c'est au syndicat de s'en occuper, mais sauf que voilà, c'est aux maires de le faire, donc on essaie de trouver du lien, d'avoir des cercles de discussion, mais c'est un peu compliqué, d'autant plus que ces phénomènes vont en augmentant et en s'aggravant. La sensibilité, on l'a très bien vu aussi dans le sondage ce matin. Donc même si on n'était plus sur la police de l'environnement, mais malgré tout, est de plus en plus forte. Donc là aussi, il y a une pression de plus en plus importante. Oui, parce que nos concitoyens sont de plus en plus attentifs à ces questions écologiques, environnementales. Ils sont de plus en plus sensibles aux conséquences du réchauffement climatique. Cela forme un tout. Et du coup, on sait très bien aussi que nos concitoyens, ce sont des consommateurs de services publics. Ils attendent une réactivité, ils attendent des réactions rapides. Et donc, il faut être là. Pour autant, même si je ne suis pas saisi directement par un habitant, je suis horripilé de voir une pollution, quelle qu'elle soit, sur le territoire de ma commune. Et j'agis immédiatement et en général avec beaucoup de fermeté. Et j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce qu'a dit monsieur le procureur, parce que c'est une difficulté auquel on est confronté liée au nombre important d'agents publics qui peuvent effectivement constater une infraction. Mais je suis heureux d'entendre que sur le volet judiciaire et administratif, il y a une collaboration très importante de façon à ce que la réponse soit rapide. Et ça, on en a vraiment besoin. Merci à vous, Jean-François Vigier. Vous pouvez intervenir aussi quand vous le souhaitez. Alexis Morel est un homme heureux parce qu'il a été accueilli par une très belle exposition que l'on voit régulièrement donc, sur les grilles du Jardin Luxembourg, donc du Sénat, sur les océans. On l'a fait exprès. On attendait la date effectivement pour que vous soyez là, donc c'est génial. Directeur du Centre d'appui au contrôle de l'environnement marin et directeur du Centre national de surveillance des pêches. Là, c'est intéressant parce que à part les 4 marins qui sont dans la salle, on ne sait pas grand-chose donc de la démarche, d'autant plus que c'est une démarche quand même qui est tout à fait récente. Alors racontez-nous votre travail, autre forme de police, là aussi, on s'intéresse donc aux océans. Oui, absolument. Merci d'abord de l'invitation, merci beaucoup. Et puis la possibilité pour moi de mettre un peu de focus sur cet environnement marin. 97% de nos ZE sont outre-mer, donc je rejoins la présidente qui disait que d'un point de vue territorial c'était petit, mais les outre-mer sont bien présents dans la biodiversité. Vous êtes largement les championnes et les champions. C'est ça, et en fait quand on parle d'environnement marin, juste pour peut-être planter le décor, ça va du sommet de la plage jusqu'à 200 nautiques, c'est-à-dire à peu près 400 km. On part de la laisse de mer, quoi, en gros. Voilà, exactement. Et parce que du coup, là se nourrissent les espèces linicoles. Voilà. Et puis, on va jusqu'à 400 km au large. Donc, vous imaginez 11 millions de kilomètres carrés. Donc, il a fallu s'intéresser et voir comment est-ce qu'on pouvait objectiver à la fois des missions qui étaient faites de contrôle sur cet environnement marin. Quand on parle de police de l'environnement marin, c'est très large également en mer, et c'est fait par des administrations qui ne sont pas toujours spécialisées. Vous avez vu dans le petit sondage qui était proposé et de rendu, la question était posée, garde-côte, donc là, il y avait une case garde-côte. Derrière cette case garde-côte se cachent en fait 4 administrations, que sont la Marine nationale, les affaires maritimes, la gendarmerie maritime, et puis tous les services de l'OFB qui interviennent en mer, évidemment. Et donc, ce sont des administrations qui ne sont pas toutes des ceintures noires de l'environnement comme le sont les agents de l'OFB et qui ont besoin d'être mis en confiance et qui peuvent naviguer sur des espaces énormes sur lesquels elles vont avoir rencontré des situations très différentes. Les thématiques qu'on va traiter en police de l'environnement marin, ça peut être très concrètement des dérangements d'espèces sur la plage,
que tout le monde connaît, le chien, hein, qui est un animal sympathique mais qui va déranger énormément d'espèces qui peuvent nicher. Et puis on va s'éloigner, on va voir le mouillage évidemment, problématique énorme en Méditerranée notamment, Posidonie, la merle sur la côte atlantique. Et puis ensuite des travaux en mer qui sont énormes, incroyables, avec un développement, une accélération de l'éolien. Et ces travaux-là ont un impact direct sur l'environnement marin, qui est accompagné, encadré, mesuré, mais qui nécessite des actions de police également. Et puis, vous allez fédérer un petit peu tout ce monde-là, vous allez les aider parce que exactement. Du coup, en fait, toutes ces polices-là, elles sont animées, pilotées. Ce que Mme la préfète a expliqué sur la terre, c'est la même chose en mer, avec un préfet maritime, avec un ministère chargé de la mer qui va mettre en place des stratégies, avec l'appui de la DGALN et la DG AMPA pour pouvoir décliner tout ça, et puis s'appuyer sur ces administrations. Par façade, les préfets maritimes vont animer ces politiques publiques. Donc, comme un préfet de département, on imagine un préfet maritime, mais qui a une zone qui est immense à coordonner et qui va mettre en œuvre des agents assermentés, qui sont en mesure de faire de la police de l'environnement dans ces zones-là très grandes, avec un plan stratégique national décliné par façade et qui va être mis en œuvre avec des priorités classiques. Voilà, jusque-là, je ne vous apprends rien, mais c'est juste pour vous donner le schéma maritime qui est un peu différent dans le sens où on a des espaces énormes, des agents pas forcément spécialisés et qu'il va falloir accompagner à la fois dans ce que je veux voir et comment ensuite je vais faire la police. Et donc pour ça, on s'est rendu compte que chaque administration faisait son travail de formation, mais qu'il y avait deux écueils. Le premier, c'était la spatialisation de la donnée réglementaire. C'est qu'un bateau de la Marine nationale, un patrouilleur d'affaires maritimes qui va naviguer, il va naviguer dans des eaux qui ne sont pas forcément ses eaux habituelles. Il peut partir loin, longtemps, et donc avoir affaire à des endroits où il ne connaît pas bien l'environnement, à différence d'agents plus territoriaux qui, eux, sont très familiers avec l'écosystème dans lequel ils travaillent directement au quotidien. Et donc le centre a été créé pour ça. Objectiver les différentes polices, donc cartographier les polices et les réglementations. Donc on est en appui de toutes les administrations qui interviennent en mer pour pouvoir leur dire quand vous partez, et voilà ce qu'il va falloir regarder quand vous êtes dans telle zone. Et puis le deuxième point, c'était de faire de l'objectivation de ces contrôles, de manière à ce que nos politiques publiques, je vais parler un peu de compétition à un certain moment, donc je suis le directeur d'un centre qui fait de l'assurance des pêches, le CNSP, d'un centre qui fait de l'appui au contrôle de l'environnement marin, ce sont les mêmes agents qui font ces polices. Donc il y a un moment où, en termes de stratégie, en termes d'animation, les agents doivent être formés et puis orientés, puis ensuite doivent pouvoir s'orienter sur telle ou telle police. Et donc si on n'était pas capable de faire du ciblage et d'orienter les moyens de manière précise, on ne serait pas en mesure d'appliquer les politiques publiques et les stratégies qui sont définies. Donc le centre a cette capacité-là de pouvoir objectiver l'ensemble des missions, l'ensemble du rapportage. Il a été défini comme le centre unique. Donc c'est un peu impressionnant, mais il faut quand même le dire, du coup de 520 unités partenaires qui représentent 200 services et 20 administrations qui sont habilitées à faire du contrôle de l'environnement en mer. Je vais on va mettre un coup de projecteur sur eux parce que le centre, je ne l'ai pas dit, mais enfin, je le dirai à la fin parce que c'est toujours intéressant. Une fois qu'on a décrit l'ensemble de la mission, on est un maillon de la chaîne. Mais dans cet environnement, donc on va avoir évidemment l'OFB, vous êtes bien présents, les gendarmes que j'ai vus là-bas qui ont levé le doigt, là, qui sont habilités gendarmerie maritime, la gendarmerie tout court, donc la marine nationale, la douane, et puis aussi des gens dont on n'a pas encore trop parlé, ce sont les réserves naturelles, qui sont des partenaires indispensables, et puis le conservatoire du littoral aussi, qui sont des gens indispensables. Vous les connaissez tous, mais donc ils font partie de cette grande famille qu'on va aider à accompagner ces 520 administrations. Et on est capable d'apporter ensuite, d'éclairer l'action publique. C'est que le centre a été fait pour ça. À l'heure du big data, on a voulu créer un centre qui augmente l'impact de l'action de nos services de police, de manière à répondre à l'urgence de nos politiques environnementales. On sort de Nice, on voit qu'on va encore augmenter nos zones de surveillance et de protection. Il faut pouvoir avoir des outils performants pour pouvoir partager et accélérer le ciblage de nos unités. Le centre a été créé pour ça, de manière à pouvoir orienter et diriger les unités vers les endroits où il y a besoin. Et le parti aval, pour faire le lien avec monsieur le procureur, en fait, les unités qui nous rapportent, c'est une obligation. Une instruction a été prise au niveau ministériel pour demander à tout agent qui fait un contrôle environnement de rapporter au CACEM son contrôle. Donc il va partir en mission, très concrètement. Il va nous appeler en disant, voilà, je pars en mission aujourd'hui, dans telle zone. Et donc on va prendre en compte tout ça. Il va, à la fin de sa mission, nous rappeler en disant, voilà, aujourd'hui j'ai fait telle mission, telle infraction. Et on va ensuite suivre en base de données tous ces éléments de manière à les proposer aux administrations centrales, départementales, au Colden. On va être en appui des Colden également pour pouvoir
cette interface terre-mer qui n'est pas toujours facile à gérer en termes de coordination, de manière à ce qu'en objectivant l'action publique et les missions de contrôle, on puisse derrière avoir une action, une interaction qui soit la plus efficace possible. Donc c'est spatialisation de la donnée, objectivation et ciblage, et puis à la fin, c'est vraiment apporter la vision complète, spatialisée de l'effort de contrôle qui est mené sur l'ensemble des eaux françaises. Donc c'est énorme. Et le service compte 10 agents, basés à Etel, dans un village que je vous invite à découvrir si vous ne connaissez pas le Morbihan. C'est superbe ça. Qui est un hotspot de biodiversité aussi. Mais du coup, tout ça pour dire qu'avec 10 agents, qui est un agent où on a regroupé à Etel en fait, toutes les administrations qui participent à ces missions-là, de manière à créer la synergie. Madame la préfète en parlait, l'environnement ou la mission d'environnement avec des agences qui sont très différents ne fonctionne que si on est connectés les uns aux autres, en réseau, et si on facilite l'échange d'informations entre les ceintures noires de la police et puis ceux qui sont moins à l'aise, de manière à les aider à prendre confiance. Il y a aussi, pour rejoindre Monsieur le maire, des polices municipales qui sont en train de se former énormément sur le rapportage, sur la partie environnement marin, en particulier dans le sud. Donc on sent qu'il y a une très forte mobilisation, des très fortes attentes en termes de formation, et que voilà, l'État, par le biais de ce CACEM, avec nos humbles forces, notre énergie, essaye de mettre en place, pas d'animer, parce qu'on est là plus pour être en appui, faciliter, voilà, facilitateur. Alors ça a été vous, lorsque j'ai fait, il y a 2 mois, ma virée sur les Glénans, donc avec cette réserve aussi donc nationale superbe. Nicolas, magnifique, oui. Voilà, c'est ça. Donc on vous a entendu quand on était en retour de mission. Exactement, voilà, c'était sympa parce que j'ai écouté, je fais de la pub un peu pour le CEO de mon amour, mais en mission sur les Glénans, effectivement, en fin de mission, donc les 2 gardes et 2 responsables de la réserve ont rendu compte au CACEM, donc Monsieur Chessou avait été déjà sensibilisé au CACEM lors de son déplacement. Oui. Mais c'est vrai que c'est très, très humain finalement, parce que tout se fait par téléphone. Oui. Et on crée cette communauté-là de la police en mer, au-delà des stratégies, au-delà d'une déclinaison qui peut être un peu stratégique. Le CACEM est un accélérateur, un facilitateur de ces polices de l'environnement pour donner les moyens d'atteindre les objectifs. Tout à l'heure, j'ai dit un « et » dans votre titre, c'est-à-dire directeur du Centre national de surveillance des pêches, CACEM, et donc ce centre-là aussi, vous tirez les bords dans le même sens. Comment ça fonctionne? Oui, alors pensez un message et merci de le souligner parce que dans un contexte de l'UNOC, on a tous vécu cette tension entre la pêche, la protection de nos aires marines. Il y a vraiment cette volonté au niveau de l'animation du contrôle, que le contrôle et les missions de police ne soient pas en compétition, mais en animation, en coordination. Et les 2 centres, donc un seul directeur pour les 2 centres, permet de partager de la donnée de manière à objectiver l'effort de contrôle dans les aires marines protégées et dans la pêche, de manière à pas mettre dans la case, dans une mauvaise case, un contrôle qui soit fait sur la pêche et qui n'apparaîtrait pas comme étant dans une aire marine protégée. La grande force du CNSP comme du CACEM, c'est d'avoir bénéficié du concours d'un projet qui est d'un projet de transformation de l'action publique avec des fonds du FTAP, vous avez sans doute pu en profiter, mais qui était de mettre en place une start-up d'État à Etel pour créer un système d'information qui permette de gérer la donnée. On est passé au big data partout, on est en train de passer au big data dans le contrôle, de manière à pouvoir derrière orienter, animer, prioriser et cibler notre action avec de l'analyse, avec des data scientists, bientôt de l'IA. Donc on accélère vraiment pour que les missions de patrouille soient plus de la patrouille, mais ça soit du contrôle, de la surveillance ciblée. Et donc les données, pour finir sur le CNSP, la synergie, les données qui sont archivées, qui sont saisies pour la pêche, sont maintenant croisées avec les données de l'environnement marin, et on est capable d'avoir de la cartographie, un petit cocorico, les éléments un peu objectivés qui ont été faits, qui ont servi un peu de base pour objectiver les annonces ministérielles qui ont été faites à l'UNOC, ont été faites avec tous les services de l'État, et un gros travail ensemble du CACEM avec la DGALN pour aider à objectiver tout ça, mais grâce à l'analyse des données qui devient une nécessité. Donc c'est intéressant parce qu'évidemment, une fois de plus, Olivier Thibault vous l'a dit donc, en préambule, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'OFB. L'OFB a servi, entre guillemets, de paratonnerre malheureusement, mais donc il y a tous les autres services effectivement donc, de l'État en différentes polices, et dont la vôtre, donc avec ce côté marin. Je ne sais plus, pardonnez-moi, moi je suis très impressionné par les barrettes. Là. Votre grade, c'est quoi? Il y a un peu d'uniforme, effectivement. L'administrateur en chef des affaires maritimes, qui est une belle administration qui anime les politiques publiques
Et je suis donc administrateur en chef de 2e classe des affaires maritimes. Voilà, c'était ça que je souhaitais avoir pour repartir un peu plus intelligent. Souhaitez-vous intervenir là, je regarde, on est pas mal là dans les temps. Oui, c'est bien. Souhaitez-vous intervenir, poser des questions donc, à nos amis? Oui, je vous en prie, on va vous passer donc ce micro. Merci beaucoup. Allez, 1 et 2, on y va. Et après, on ira sur le droit de l'environnement. Est-il un droit? Merci. Comme les autres? Bonjour, monsieur. Fernando D'Acosta, je suis vice-président à la Fédération nationale des entrepreneurs de travaux agricoles et travaux forestiers. Monsieur le procureur, je vous remercie d'avoir cité nos entreprises qui œuvrent tous les jours à l'exploitation des bois nécessaires à notre vitalité économique. Vous avez cité des exemples très très concrets. Les OLD, les incendies, l'exploitation des bois, la protection des cours d'eau. Aujourd'hui, nous, entrepreneurs, qui sommes tous les jours en contact de cette biodiversité, on est complètement dans le doute. On travaille parfois même avec la peur au ventre. Dans certains départements, ça se passe très bien. On a de très très bons contacts avec l'OFB. Dans d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. La seule réponse que l'on a parfois, c'est « on est là pour appliquer la loi ». Monsieur le directeur général de l'OFB, ce matin, dans vos propos introductifs, vous avez dit, à un moment donné, qu'est-ce qu'on a oublié ? Dans certains départements, je pense que vous avez oublié qu'il y a des entrepreneurs qui doivent assurer la vitalité sociale et économique de leurs entreprises. Donc aujourd'hui, on a besoin de vous, on a besoin de ce contact, on a besoin de travailler en symbiose avec vous. Et la symbiose étant par définition une association à bénéfice réciproque. Donc voilà, je vous lance la perche. Et pour conclure, une question à monsieur le maire. Comment vous, en tant qu'élu, vous arrivez à concilier justement ces obligations légales de débroussaillement et la protection des populations, l'entretien des accotements routiers et la protection de ceux qui utilisent ces voies? Voilà. Quelle est votre position par rapport à ces problématiques auxquelles nous, entrepreneurs, on n'a pas de solution? Je vous remercie. Alors, cher Olivier, ou bien, on se corriger si vous... Voilà. Vous n'avez pas forcément toute... Oui, enfin, oui. Olivier, allez. Olivier Thibault, un peu interpellé. Il me tend la perche, alors bon. Ah oui. Vous les empêchez de travailler, quoi. Bon, voilà. Donc, je plaisante, ouais. c'est pas complètement ça, mais. Bah, des fois un peu quand même. Bon, je vais faire un petit pas de côté et vous raconter ce que j'ai vécu au début de ma carrière. Je me suis retrouvé en face des RTM, restauration de terrain en montagne. C'était au moment du début de l'application de la loi sur l'eau. Et donc, j'avais un discours en face de moi qui était « Non, mais on a toujours fait comme ça n'a jamais posé de problème. Nous, on sait ce qu'on fait, on est des ingénieurs, on est sérieux, on est là pour protéger les gens. Donc, la loi sur l'eau ne s'applique pas à nous. » Je vous assure, hein, c'était véridique. Bon, aujourd'hui, tous les sujets de travaux des restaurations de terrain en montagne appliquent la loi sur l'eau et ils ont su faire le petit zoom arrière pour prendre en compte, en plus, dans l'ensemble de leur projet, la loi sur l'eau. Donc, évidemment qu'il faut qu'on travaille ensemble, évidemment que cette évolution, elle pose des problèmes. Et ce qui est sûr, c'est que si chacun regarde par le petit bout de la lorgnette son truc, ça va bloquer. Bon. Après, je pense que collectivement, on est capable de faire un petit peu de zoom arrière, de regarder de façon globale les inconvénients, les avantages, etc. Et quand on regarde un plan de gestion forestière, aujourd'hui, quand on fait son plan de gestion, on ne regarde jamais les questions d'environnement. Très peu. On pourrait les regarder quand on fait un plan à 25 ans et qu'on regarde les avantages et les inconvénients de l'environnement et qu'on met dedans les travaux nécessaires pour arriver à avoir ces avantages sur la biodiversité et la production de bois. Et bien on peut se mettre d'accord sur les manières d'intervenir. Et on voit bien, et d'ailleurs on a la jurisprudence aujourd'hui qui montre que si on a réduit au maximum les impacts et que le global est bon pour l'environnement, il n'y a pas forcément besoin de faire dérogation d'espèces protégées. Par contre, il faut l'avoir mis dans son plan de gestion au départ, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. Donc il faut avoir une vision un peu plus globale, raisonner dans la durée, et je pense qu'on peut trouver des solutions. Ce n'est pas l'entreprise qui fait les travaux qui doit faire ça, c'est les gestionnaires qui, dans son plan d'aménagement, doit regarder ça. Donc oui, on est dans cette phase intermédiaire où on a des gens qui disent on a toujours fait comme ça et on n'a pas envie de s'emmerder en plus avec cette réglementation, mais il y a quand même des espèces protégées, il y a quand même des sujets qui souffrent. Et aujourd'hui, les histoires de changement climatique, quand on est à Orléans et qu'on commence à avoir des risques d'incendie de forêt comme ce qu'on avait dans le sud de la France il y a 20 ans, ben il faut qu'on change un peu nos habitudes, il faut qu'on regarde un peu plus loin. Donc c'est pas simple, il faut se mettre autour de la table, il faut réfléchir avec du temps moyen et long. Je pense que nos agents ils font preuve de discernement, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas, chaque fois qu'ils voient le moins de problèmes,
mettre des PV. Quand je regarde les PV qu'on a mis aux entreprises forestières parce qu'elles faisaient des travaux en période de reproduction, il y en a C'est très pas très peu. lourd les chiffres. Je ne sais plus, c'était 9 au moment où il y a eu une montée en tension, donc 9 sur toute la France. On ne peut pas dire qu'on s'acharne sur tous les exploitants forestiers. Par contre, il y a des endroits où on a eu des interlocuteurs qui disaient « je me fiche de cette réglementation, on continuera comme ça ». Et après, évidemment, il y a un PV qui tombe et on se dit « via les politiques, on va résoudre le problème pour ne pas appliquer cette réglementation ». Je ne pense pas que ce soit la bonne option. Voilà. Donc, encore une fois, mettons-nous autour de la table. C'est ce qu'on a fait, d'ailleurs, ce qu'a fait le ministère et notamment la DGALN. Il y a des guides qui ont été faits, il y a des plans d'action qui ont été faits. Maintenant, il faut les appliquer, il faut le mettre ça dans le bon ordre et je suis persuadé qu'on arrivera à trouver des solutions. Petite psychanalyse familiale là, entre les deux. Hein, ça peut... Monde de l'entreprise, OFB, là où on y arrive bien. Les guides qui ont été faits sont très bons. Hein. Et d'ailleurs, cette manifestation-là est aussi pour recueillir absolument entre guillemets, vos doléances. Hein, J'ai bien compris, mais c'est bien, ça aurait fait beaucoup plaisir donc, à Marc-André Sellos. Donc nous y sommes totalement. Donc la symbiose, effectivement, bénéfice commun. Jean-François Vigier. Non, très rapidement sur l'autre question, je dirais qu'aujourd'hui, notre boulot, c'est de faire respecter les enjeux de sécurité publique et de propriété. Et ce n'est pas toujours simple. Et je pense aussi que toutes ces questions liées à la transition vont nous amener de nouveaux problèmes dont il va falloir se saisir avec tact, mais aussi avec fermeté. Une autre ou pas? Oui. Notre ami de l'ONF. Je vous en prie, Yves. Merci. Bonjour, Yves Ducos, chef de l'inspection générale de l'Office national des forêts. Quand on parle de police d'environnement dans les territoires, je me devais de compléter un peu le paysage. Vous avez vu, vous êtes arrivé en tête dans le sondage. J'ai bien noté, noté. Nous n'avons rien demandé, mais je l'ai noté malgré tout. Simplement pour signaler effectivement l'Office national des forêts, déjà c'est un partenaire de longue date de l'Office français de la biodiversité. Hein. Nous avons des conventions qui nous lient, nous avons de nombreux partenariats autour de la recherche, autour de la police et bien d'autres sujets. Dire en deux mots que l'ONF, la police de l'environnement, ça concerne à peu près 3000 techniciens forestiers commissionnés, assermentés, qui interviennent dans les forêts publiques, bien sûr, forêts de l'État, forêts des collectivités, mais également de plus en plus en dehors des forêts publiques, au travers de nos missions liées à la mission d'intérêt général pour la défense des forêts contre l'incendie, ce qui nous amène à intervenir dans ce sujet très délicat que vous avez évoqué, hein, les obligations légales de débroussaillement. Ce n'est pas toujours simple et ça nécessite une vraie concertation, notamment avec les élus. Là, je me tourne vers monsieur le maire qui opine du chef. Donc effectivement, nous sommes présents. La police, ce n'est pas le premier métier de l'ONF. Hein. Ça concerne beaucoup de monde, mais ce n'est pas notre part principale d'activité. Mais c'est important et c'est aussi quelque chose que nous professionnalisons. Et là, je réagis sur ce que vous avez dit autour de ce système d'information sur la surveillance des espaces maritimes. Nous avons nous-mêmes notre système d'information qui nous permet d'identifier, de visualiser les contrôles sur le territoire. Et à titre d'exemple, ce système qui a été mis en place l'année dernière nous a permis de recenser à peu près 30 000 contrôles qui sont effectués par les agents de l'ONF au quotidien. Contrôle conforme, contrôle non conforme. Tout ne débouche pas sur des infractions, sur des verbalisations, mais nous exerçons cette présence sur le territoire et nous devons en rendre compte à la fois au parquet, à la fois au préfet, mais également au maire, bien évidemment. Et simplement pour terminer, puisque nous sommes à la fois au contact de l'OFB et des entrepreneurs du territoire, hein, dont nous avons grand besoin, nous essayons aussi d'être à l'interface. Et nos plans de gestion forestière, qu'on appelle l'aménagement forestier chez nous, intègrent évidemment la dimension environnementale et la protection de la biodiversité. Et donc, si ça peut permettre de faciliter la vie des entreprises des territoires, en tout cas, on sera toujours là à leur côté et aux côtés de l'OFB, bien sûr. Continuez à capter du carbone, ça nous fera le plus grand bien. On vous remercie beaucoup. Je vous en prie, Jean-François. Alors, je voudrais réagir sur ce que vient de dire monsieur le directeur de l'ONF, parce qu'il y a, ça c'est un retour d'expérience, hein, la police de l'environnement inversée, c'est que le travail que fait l'ONF pour l'entretien des forêts est perçu par nos concitoyens comme une atteinte à l'environnement. Oui. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas laisser démarrer une campagne d'entretien de la forêt de Bure-sur-Yvette sans faire une réunion publique, en faisant venir vos agents vous touchez aux arbres. Pour expliquer comment ils vont entretenir la forêt, pourquoi ils doivent arracher autant d'arbres, les futer, voilà, la taille, et
et faire des articles dans le magazine avant le démarrage de la campagne. Sinon, moi, j'ai une émeute. Et c'est tout, non mais puisqu'on parle de police de l'environnement, il faut faire énormément de pédagogie, alors que le travail que font vos agents est tout à fait remarquable, mais ça nécessite beaucoup d'énergie pour expliquer tout ça. Non, mais c'est vrai que dans l'ordre de priorité de nos concitoyens, c'est toujours un petit peu compliqué. Il y a un sujet complètement affectif, de toute façon, avec les arbres. Même si les gens, on sait très bien que globalement, en forêt, ils ne vont pas pénétrer à plus loin que 400 mètres dans une forêt. C'est une moyenne à peu près. Hein. Donc, peut-être 500, parce que ça a peut-être un petit peu évolué. Mais après, c'est ça. Mais ils aiment ça, et tant mieux, parce qu'on vient tous, évidemment, quand même de ce monde arboricole les uns les autres. Mais c'est toujours extrêmement affectif derrière. Mais bien sûr que les langues se délient. Donc, et allons-y pour nos merveilleux gardes aussi. Donc, je m'appelle Carole D'Antioni, je suis la présidente des Gardes Nature de France. Alors, c'est une association de professionnels qui représente tous les agents de terrain qui travaillent dans la protection des espaces protégés. Donc, tout ça pour dire qu'en fin de compte, là, on a organisé un congrès mondial qui s'appelle le Congrès mondial des Rangers, qu'on a organisé en octobre dernier. L'OFB était un partenaire très important que je remercie encore. C'est vrai qu'à l'international, on a un nom, les gardes nature, c'est Ranger. En France, on a une grosse particularité, c'est qu'on a une dizaine d'appellations différentes, voire plus. En termes de nombre de structures, on en a énormément qui protègent l'environnement. Et certains sont assermentés, certains ne le sont pas, certains sont sur une partie des codes, pas tous. C'est vrai qu'il y a un gros besoin d'harmoniser, je pense déjà, les appellations, pour que le citoyen lambda comprenne ce que c'est un agent qui protège l'environnement. Donc nous, on avait choisi le nom de garde nature. Mais je pense que vraiment en France, là, la priorité, si on veut améliorer l'image aussi de ces agents, si on veut améliorer la compréhension, c'est harmoniser. Peut-être décider, il n'y aura plus des éco-gardes, des gardes moniteurs, on s'appellera tous garde nature ou autre. Trouver un autre nom. Un footballeur, les gens comprennent, c'est un footballeur. Tandis que chez vous, effectivement, il y a différentes appellations. C'est très compliqué. Et même au niveau des espaces naturels protégés, il y a tellement d'appellations différentes. Ça aussi, plus personne n'y comprend quoi que ce soit. Même les professionnels de la nature, parfois, s'y perdent. Donc je pense, j'ai trouvé effectivement ce centre d'appui que je ne connaissais pas très intéressant. Venez nous voir avec plaisir. Effectivement, j'ai échangé avec une de vos collègues qui m'a dit que ce serait peut-être intéressant que je vois un peu ce que vous avez créé en termes de plateforme interactive, de formation, etc. Je pense qu'il faudrait un peu le même type d'organismes qui existent pour la protection de l'environnement. Parce qu'effectivement, on a les agents de l'OFB qui sont 1000, 1500. On a les agents de l'ONF, mais on a tous les autres agents. Ils sont 8500 à peu près de mémoire. Voilà, on a beaucoup d'agents qui protègent l'environnement. Beaucoup ne sont pas du tout formés, ne connaissent pas du tout en fait le métier qu'ils pratiquent, parce qu'il n'y a plus vraiment d'organismes de formation unique. Beaucoup de jeunes souhaiteraient devenir garde nature, ne savent pas comment accéder à ces formations parce qu'il n'en existe pas tout simplement. Il y a le BTS gestion protection de la nature, mais qui ne forme pas au métier de garde. La gestion de conflits, ça s'apprend. Le face-à-face avec le public, ça s'apprend. Donc il y a vraiment quelque chose à faire, je pense, qui serait très important pour coordonner tous les services et toutes les structures et tous les agents qui travaillent dans cette mission. Bon, vous souhaitez une couche supplémentaire, quoi. Voilà. Mais en différente. C'était juste pour un petit peu apporter cette notion-là. Et effectivement, nous, les gardes français, avec l'International Ranger Federation, on a créé une déclaration des rangers qu'on a été portée à la COP16 et dans différentes instances, notamment sur la criminalité environnementale à l'ONU. Et là, il y a un gros travail à faire, je pense. Il va y avoir la motion des rangers qui va être aussi portée à l'UICN pour essayer un petit peu de faire avancer la cause. Mais voilà, il y a un gros travail à faire de concertation, de coopération et de travail, de mise en commun, je pense, qui est important. Voilà. Ok, grand merci à vous. Nous allons, écoutez, merci beaucoup, messieurs. Vous avez été formidables. Merci beaucoup. Voilà, disons-le.